Bonjour à tous, merci d'être présents à notre webinaire autour de l'observabilité. Vous êtes déjà plusieurs effectivement à être connectés. Est-ce que vous pourriez simplement nous préciser dans le chat que vous voyez bien les slides, que vous n'avez pas de problème de son pour qu'on puisse démarrer? Super, merci beaucoup Maëva. Donc effectivement, on va démarrer sur ce webinaire autour de l'observabilité. Donc c'était un sujet qui pour nous semblait vraiment stratégique voilà, par rapport à la manière dont nos clients, nos interlocuteurs déroulaient leurs projets. Donc c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu aborder ce sujet en webinaire. Ça nous semblait important. N'hésitez surtout pas à poser vos questions tout au long de la session dans le chat ou dans l'onglet questions éventuellement. On est vraiment là pour y répondre en direct. Donc n'hésitez pas à nous partager un petit peu votre ressenti, votre opinion sur la question ou même des questions. L'objectif, c'est vraiment que ce soit interactif. Très, très rapidement, en guise d'introduction, donc ce webinaire s'inscrit dans une série de ressources qu'on met à disposition sur notre site internet. On a des livres blancs, des articles, des replays de webinaires. Et on a également une programmation de webinaires, de tables rondes à venir dans les prochaines semaines. Le prochain qui est autour du PC Cloud, donc du Desktop as a Service, et puis un autre autour de la fusion des systèmes d'information, plutôt avec un regard orienté direction de projet. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre site internet tous ces contenus et à vous inscrire si ça vous intéresse. Très rapidement, donc Synapsys, nous sommes une société de services spécialisée dans la transformation des infrastructures informatiques. Donc, on a des expertises autour des sujets cloud, DevOps, modern workplace, autour de la cybersécurité, de la data, de l'IA, etc. Donc, on accompagne des entreprises de tout secteur d'activité, essentiellement des grandes entreprises ou éventuellement des entreprises de taille intermédiaire. Donc voilà, on les accompagne sur de l'assistance technique ou sur des projets au forfait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On est présent donc à Paris, à Lille et à Lyon, et on a également un bureau à l'international à Kuala Lumpur. Très rapidement également, c'est important pour nous de vous parler du CRIP. Nous, on est partenaire donc du CRIP, qui est un cercle des responsables infra et production. C'est la plus grosse communauté de responsables infra en France. Ils partagent des retours d'expérience, des livrables. Il y a pas mal d'événements, des ateliers également. Je trouvais ça intéressant de vous partager cette information parce que c'est important, je trouve, de pouvoir échanger un petit peu ses expertises, ses expériences avec ses pairs dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres entreprises. Et je trouve que leurs événements sont assez qualitatifs et privilégient le retour d'expérience. Donc, on vous partage l'information. N'hésitez pas à nous poser la question pour qu'on puisse vous mettre en relation avec le CRIP. Voilà pour cette rapide introduction. Donc, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Rami Temim, expert DevOps. Je te laisse la main, Rami, pour te présenter. Oui, merci. C'est bon, on entend bien, Nathalie? On entend bien, ouais. Tout est OK. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je me présente, Rami Temim, expert DevOps, c'est Synapsys. J'ai commencé en tant que développeur back-end de Java. Puis après, j'ai fait un peu de chefferie de projet. Et donc après, les aventures m'ont amené à devenir DevOps, domaine que j'aime particulièrement et où je m'amuse plutôt bien. Donc là, on va parler un petit peu d'observabilité, un sujet qui, je trouve, est souvent mis de côté ou vu comme étant une tâche chiante à faire, voire même obligatoire, mais on ne sait pas trop pourquoi. Je vais essayer de vous montrer que, en fait, c'est super utile et très bénéfique. Alors vraiment, n'hésitez pas, posez vos questions même propres à vos projets. Ça peut enrichir la discussion et moi, j'aime bien quand c'est interactif. Du coup, l'observabilité. Alors, première chose qu'on va se demander, c'est quoi l'observabilité? Pour faire simple, on va dire que j'ai décomposé l'observabilité en 4 étapes. 4 étapes qui parleraient, certains vont parler à des personnes et certains éléments, chaque personne va trouver son compte. La première chose à laquelle on pense quand on dit observabilité, c'est souvent monitoring. Donc là, on va voir en détail qu'est-ce que c'est le monitoring, mais en général, c'est beaucoup pour la partie purement ops, infra,
le disque dur, l'espace disponible, la RAM, le CPU, éventuellement tout ce qui est le trafic réseau, input-output aussi sur le disque pour voir s'il y a beaucoup d'écriture sur le disque. Ça peut être pratique, surtout quand c'est des choses avec des grosses volumétries de données. Ça, c'est vraiment le monitoring de base. De base, non pas qu'il soit très important ou pas important. Mais voilà, c'est ce qu'on pense à la première chose. La deuxième chose qui parle beaucoup plus à la partie dev, c'est la partie logging. On a déployé son application sur la prod, et ben, tout simplement, on veut savoir ce qui se passe. Et quoi de mieux que les logs pour savoir ce qui se passe. Pareil, savoir écrire des logs, c'est tout un art. Quand on est dev et qu'on développe, souvent on met les logs de côté, alors qu'en fait, bah, c'est ça qui nous permet de débugger son application. Mais bon. L'alerting. Qu'est-ce que c'est que l'alerting? Combien de personnes d'entre vous ont déjà rencontré des bugs en prod remontés directement en fait, par les utilisateurs? C'est un peu dommage que ce soit les utilisateurs qui remontent le problème de prod. L'idée de l'alerting, en fait, c'est mettre en place un ensemble de mécanismes qui détectent, selon certaines règles que vous aurez vous-même mis en place, automatiquement les bugs, par exemple, erreur dans les logs, par exemple, CPU supérieur à 75%, et automatiquement qu'il alerte les personnes adéquates. Ça peut être plein de types d'alerting. Le plus classique, le plus standard, on va dire, c'est via la messagerie instantanée, Teams, Slack, ce genre de choses. Mais ça peut être très bien par mail, voire même carrément, eux qui connaissent les astreintes, SMS, appel. Ça, c'est la partie alerting qui, en vrai, si vous avez des besoins qui sont assez, on va dire, très, très importants d'un point de vue business, où attention, on ne peut pas se permettre du down, on ne peut pas se permettre des erreurs, l'alerting, c'est vraiment primordial. Et enfin, un des éléments qu'on oublie souvent dans l'observabilité, ce que j'ai appelé KPI. Alors KPI, bon, je ne vous casse pas que c'est un peu, on peut tout mettre dedans. Mais qu'est-ce que j'entends par KPI? Pas que des KPI techniques, c'est surtout ça que on va en venir. Ça peut être des KPI de finance. Notre infra nous a dépassé un tel montant parce qu'on est sur du cloud et on a des allocations dynamiques. Ça peut être aussi nombre d'utilisateurs qui utilisent une nouvelle fonctionnalité, nombre d'utilisateurs qui sont intéressés par tel produit si vous êtes sur du e-commerce, nombre de fichiers, volumétrie des données. Voilà, ça peut être plein de choses, mais qui concernent aussi bien la partie direction que la partie fonctionnelle. Donc voilà, 4 étapes, 4 grands domaines, on va dire, de l'observabilité. Le monitoring très orienté infra, le logging très orienté dev, l'alerting qui concerne tout le monde et les KPI qui peuvent aussi en vrai concerner tous les interlocuteurs du projet. Est-ce que ça vous parle pour l'instant ces 4-là? Surtout n'hésitez pas, je vais continuer, mais voilà, si vous avez la moindre question là-dessus. Super, merci beaucoup. Et bah, du coup, c'est pour qui? Et ben en vrai, une des personnes qui utilisent beaucoup l'observabilité, en fait, c'est l'utilisateur directement. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, Down Detector, assez connu pour savoir si les applications sont tombées. Je crois que c'était avant-hier, ChatGPT était tombé. J'aime beaucoup utiliser ChatGPT, très utile pour la cuisine d'ailleurs. Mais il était tombé. Et ben, je comprenais pas pourquoi j'avais pas mes réponses. Je suis allé directement sur Down Detector, j'ai vu que plein de personnes avaient des problèmes dessus. Alors bon, j'espère que les développeurs de ChatGPT étaient au courant avant moi que c'était tombé, parce que sinon c'est un peu ballot. Mais les utilisateurs, en fait, font partie des personnes qui peuvent être intéressées par la partie observabilité. Là, j'ai parlé des observabilités des utilisateurs quand vous êtes en B2C. Mais bien sûr, ça peut être même en tant que B2B. Vous pouvez alerter les personnes. Alors là, j'ai parlé d'alerting, mais vous pouvez les avertir que, attention, la consommation de nos services a atteint tel montant. Et ça, en vrai, bah, c'est de l'observabilité. Et en plus, c'est de l'alerting. Et c'est quelque chose qui, c'est hyper utile. Si vous gérez, par exemple, une partie infrastructure, être au courant. Vous avez vu la question, Sylvain. C'est une très bonne question. Effectivement, moi, je la mettrais dans les logs. La question de Sylvain, c'est est-ce qu'on considère les traces?
On va peut-être citer les questions à chaque fois pour que les personnes qui voient pas le chat forcément. La question de Sylvain, c'est est-ce qu'on considère les traces, tout ce qui est APM, dans les logs? Moi, personnellement, je les considère dans les logs. Mais vous allez voir en fait qu'après, mon approche de l'observabilité, il ne faut pas forcément siloter et voir uniquement le côté technique des choses. Je vais y arriver juste après, je vais vous dire en fait ma vision de l'observabilité. Donc les utilisateurs, ça peut être aussi bien du B2B, pour les alerter par exemple qu'ils ont atteint une certaine dépense monétaire, mais ça peut être vos utilisateurs aussi B2C pour les alerter d'un incident sur votre infrastructure. Les devs, les ops, DevOps, je suis DevOps, hein, ça peut être aussi bien la partie infra que la partie log. Et attention, qui dit DevOps, en fait, il ne faut pas considérer que l'infra touche uniquement les ops et les logs uniquement les devs. Au contraire, c'est ça le DevOps, hein, c'est la fusion des deux. Mais aussi, et c'est ce qu'on oublie souvent, le fonctionnel. Dans la partie observabilité, c'est extrêmement utile pour votre projet, pour votre application, que le fonctionnel, ce qui détermine comment va évoluer votre application, sache ce qui se passe sur l'application, fonctionnellement parlant, où l'utilisateur a cliqué, qu'est-ce que l'utilisateur a envoyé comme fichier. Tous ces éléments, en fait, on peut mettre en place plein de mécanismes, on peut mettre en place des dashboards, pardon, des graphes, on peut mettre en place plein de graphes qui nous permettraient d'analyser son application et donc de la rendre encore plus performante, de pouvoir comprendre en fait ses utilisateurs. Cette partie fonctionnelle, honnêtement, j'en ai fait pas mal maintenant des projets, hein, peut-être une quinzaine, et souvent, j'ai vu qu'elle était négligée. Et que quand on la mettait en place, eh bien là, on commençait à toucher l'utilisateur et l'application commençait à devenir beaucoup plus performante. Et enfin, en fait, tout ce qui est C-level. Alors là, c'est peut-être pas les mêmes demandes, mais je reviens sur la notion de l'argent. Combien coûte cette application? Ou dans certains grands groupes, je pense aux banques par exemple, qui utilise cette application? Est-ce qu'elle est encore beaucoup utilisée, cette application? Si finalement, il y a, en fait, c'est toujours une question d'argent, bien sûr, hein, mais s'il y a toute une équipe de développeurs avec une équipe de Ops qui maintient toute une infrastructure pour une application qui est utilisée par 4 personnes, eh bien, en vrai, le C-level, il faut couper. Quand on a besoin d'argent, il faut trouver où aussi récupérer l'argent. Donc, pour les C-level, en fait, avoir cette information est aussi quelque chose de primordial. En fait, dès que ça touche l'argent, c'est quelque chose de primordial. Donc, je vous dirais vraiment ne pas négliger cette partie-là. Donc, si je résume, honnêtement, ces deux slides sont pour moi les plus importantes. Il faut savoir que l'observabilité, on peut la découper en plusieurs grosses parties, monitoring, logging, alerting, KPI, mais que ça touche aussi beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on pense. Des utilisateurs jusqu'au C-level, en passant par les devs et tous les interlocuteurs. Alors, quels sont les défis que doit un peu relever cette partie observabilité? De nos jours, les applications et aussi bien l'infrastructure, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à soutenir en fait le business. Hein. C'est pas juste pour faire un serveur pour faire un serveur. On est là principalement pour gagner de l'argent et pour soutenir donc le business. Les applications sont de plus en plus réparties hein, de nos jours avec un cluster. On ne sait même plus trop sur quel serveur. C'est très bien, hein, j'aime beaucoup ça. On ne sait plus trop sur quel serveur ça tourne. Mais du coup, où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils arrivent bien à communiquer? Voilà, ce sont autant d'éléments à prendre en compte pour savoir ce qui se passe sur son application. Les problèmes peuvent être à plusieurs niveaux. Ça peut être tout simplement une mauvaise utilisation de l'utilisateur. Ça peut être des bugs aussi bien applicatifs qu'infrastructures. Des incidents liés bien sûr au provider de cloud. Ça c'est bon, faut faire un ticket et il faut croiser les doigts pour qu'il soit efficace. Les applications sont souvent peu connues par les acteurs qui gèrent l'infrastructure, dans le sens où les ops ne savent pas qu'est-ce qui tourne. Ils ne savent pas quelles sont les librairies qui ont été importées par le dev. Et si vous êtes tout à fait dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous parce qu'un petit coach DevOps ne ferait pas de mal. C'est justement ça. Il n'y a rien de mieux que les devs pour connaître ce qui se passe sur son application. Et après, les ops peuvent apprendre, bien sûr, des devs. C'est là où on commence à créer du DevOps. L'observabilité peut mettre en évidence dans votre entreprise cette partie-là. Si finalement, c'est tout le temps les ops qui relèvent les erreurs en lisant les logs, et juste ils envoient un mail aux devs en demandant de débugger, mais après les devs, ils sont là, ils disent oui, mais par contre, j'ai besoin des logs de
de telle période à telle période. Il y a un petit problème. Ça touche l'observabilité, mais c'est l'observabilité qui permet de vous rendre compte que les ops et les devs n'arrivent pas à communiquer. Pas efficacement, en tout cas. Trop d'informations tue l'information. Ce que je vais vous demander par la suite, c'est de ne pas vous concentrer sur l'idée de devoir remonter toutes les informations, mais uniquement les informations que vous avez besoin. Parce que de nos jours, avec toute la suite élastique, etc., on peut remonter plein d'informations rapidement. Mais si vous mettez à quelqu'un un dashboard avec 45 diagrammes, en fait, on ne sait plus où regarder. Là, ça relève presque du monde de l'UX, hein, mais c'est de l'UX, totalement de l'UX. Mais en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important. Donc, les enjeux, améliorer la fiabilité. Quand ChatGPT tombe, il faut réagir au quart de tour. Donc, il faut avoir un système qui nous permet, rapidement de savoir que c'est tombé. Et surtout, qu'est-ce qui est tombé? Est-ce que c'est une fonctionnalité? Est-ce que c'est un serveur? Est-ce que c'est un data center? Bon, là, c'est l'optimisation de la gestion des coûts opérationnels. Bon, pas de secret, si on voit que tout est, on a un stockage qui nous coûte une petite fortune parce qu'on a plein d'éléments, mais qu'on n'accède jamais à cet élément. OK, bah, là, on a pu détecter que il faudrait peut-être penser à archiver un petit peu de glacier, etc. Et l'adoption culturelle, donc ça, c'est plus pour la partie effectivement un peu fonctionnelle, mais avoir une vision 360 de son application, se dire qu'on comprend ses utilisateurs, ça, c'est quelque chose que, bien sûr, ça touche l'observabilité, comprendre son utilisateur, savoir comment il utilise son application, mais certaines personnes ne sont pas habituées à ce mode de fonctionnement. Donc là, il y a toute une adoption culturelle, en fait. Bah, c'est simple, je vais aller voir sur mes dashboards, ah, OK, la nouvelle fonctionnalité que j'ai déployée a bien tourné. Et voilà, ce genre de choses. Si vous arrivez à prendre des décisions en fonction de vos... je vais faire un petit mot là-dessus, aider à la prise de décision à partir de données. Beaucoup de personnes le font à l'instinct. Je pense que ça va bien marcher. C'est vrai, on peut faire ça comme ça. Ou on peut faire un petit peu plus de manière un petit peu plus scientifique. C'est comme un médecin. Il voit le bras, il dit, je pense qu'il est cassé. OK. Mais avant de dire qu'il est cassé et de mettre un plâtre, vous savez ce qu'on va faire? On va faire une radio. OK. Là, on a des données. Maintenant, on peut prendre des décisions. C'est ça l'observabilité. Donc, l'observabilité technique et fonctionnelle. Donc là, c'est ce que un peu je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire que l'observabilité peut très bien toucher aussi le fonctionnel. Ça peut être exactement les mêmes stacks techniques. On va faire un rapide laïus là-dessus. Mais c'est exactement, ça peut être les mêmes outils. Actuellement, là où je suis, c'est mon client, on utilise Elasticsearch. Mais ça touche le fonctionnel. Les logs, il faut que ce soit facile à récupérer. Il faut vraiment qu'un développeur, il n'ait pas besoin d'aller faire 3000 demandes, envoyer des mails et de justifier de sa besoin pour avoir accès aux logs. Les métriques, il faut comprendre et bien sûr, il faut que ça soit accessible. Pour l'instant, il y a des questions. Pas de questions pour l'instant. Alors, concernant la démarche pour l'observabilité, la première chose que je vous dirais de faire, c'est les ateliers. Durant les ateliers, vous devez faire avec les différents interlocuteurs de votre projet. Et quand je dis les différents, ce n'est pas uniquement les personnes qui sont techniques. Ce n'est pas uniquement le tech lead. En vrai, quand on est tech lead d'un projet, si c'est un projet de 7-8 développeurs, ce qui n'est pas, c'est une belle équipe, mais ce n'est pas non plus une équipe incroyable, c'est très dur d'avoir une vision globale de son projet. Donc, ne pas hésiter à faire des petits ateliers et récupérer le besoin, aussi bien des devs, donc c'est pour ça que je parle de besoin métier, mais aussi d'organisation, donc des devs, mais aussi du fonctionnel, aussi bien de la direction. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur cette application? Et enfin, bug fonctionnalité. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand vous avez un bug, il y a un bug en prod. Bon, d'abord, c'est la panique, on a peur, etc. OK, c'est bon, on a enfin compris qu'est-ce qui se passe, on arrive à pousser le correctif, on a corrigé, c'est bon. Posez-vous la question suivante. Est-ce que votre système d'observabilité vous a permis de détecter rapidement ce bug et vous a permis d'identifier la cause de ce bug?
Si elle vous a dit directement, attention, il y a un bug sur la version Intel, ok, là déjà, vous gagnez énormément de temps d'analyse. Rien que ça, honnêtement, j'ai déjà vu des fois où on a passé, c'était quoi, je me rappelle, c'était cette époque-là, c'était à la banque, on avait pris 3 jours. Moi, personnellement, je l'ai pas eu, je vais répondre à ça. On avait pris 3 jours rien que pour trouver c'était quoi la cause du bug. C'est qu'en fait, il y a un problème. Pour info, là, le problème était chez nous, en tant que dev, on avait mal logué l'information. Donc, quand vous avez des bugs, posez-vous la question, est-ce qu'on a pu identifier rapidement? Si on n'a pas pu l'identifier rapidement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que si ça se reproduit, on l'identifie rapidement? Et le niveau au-dessus, c'est carrément de le faire en amont. Vous avez une fonctionnalité, ok, on va développer une fonctionnalité, on va la déployer en prod. Si elle plante, est-ce qu'on sera en mesure de bien identifier qu'elle plante? Sentry, très intéressant Sentry. Moi personnellement, j'ai pas eu l'occasion encore de l'utiliser. Sentry, c'est Sentry pour les logs, hein, l'outil qui permet d'analyser les logs. Ouais. Oui, voilà. Moi, je l'ai pas utilisé personnellement. Par contre, j'ai entendu de très bons retours dessus. Et je pense que c'est justement une très bonne approche de mettre en place ce genre d'outils. Mais on va en parler après justement des outils. D'ailleurs, Saïd, si vous avez un retour à nous faire sur Sentry, surtout n'hésitez pas, hein. Moi, je suis preneur, hein, je suis toujours preneur des feedbacks. Donc, les ateliers, pour déterminer qu'est-ce qu'il faut observer. D'accord? Ça passe par aussi bien les besoins métiers, mais aussi par tous les membres de l'organisation. Identifier les bonnes métriques. Jusque-là. Si vous n'avez pas besoin en fait de savoir, il n'y a pas beaucoup d'écriture réseau, vous n'avez pas besoin de savoir le nombre d'input-output sur votre disque. Ok, peut-être que c'est peut-être pas une information importante. C'est ça que je voulais dire par métrique. Et surtout, quand vous avez un bug fonctionnalité, amélioration continue, identifier est-ce que notre observabilité est bien faite. Cette partie-là est clairement la plus importante. Si vous mettez en place ces ateliers et que vous prenez les actions qui vont ensuite, c'est clairement le plus important. La planification, en fait, tout ce qui est planification, c'est la partie un peu gestion de projet, c'est-à-dire, OK, on a identifié qu'il faut qu'on remonte ça. OK, bon, bah, cette partie-là, maintenant, on fait un audit pour savoir est-ce qu'on a bien identifié la partie, est-ce que ça, c'est vraiment l'information dont on a besoin. Il faut aussi réfléchir sur comment on va le visualiser. Personnellement, je suis un grand fan de tout ce qui est représentation graphique. Je préfère largement avoir des schémas avec des graphes, des courbes, etc., plutôt que des lignes de texte ou des grands tableaux. Mais ça prend un peu plus de temps, c'est vrai. L'information nous arrive en général brute et du coup, il faut la transformer pour la mettre dans des dashboards. Ça prend un peu plus de temps, mais pour moi, c'est vraiment un élément très important, cette partie de visualisation. Et surtout, après, vous allez voir, hein, si vous faites l'audit, visualisation, OK, on a les bonnes informations, on fait la visualisation graphique, OK, on comprend directement ce qui se passe. Et l'évaluation, bah, en fait, c'est faire, si par exemple, c'est les C-level qui doivent voir le dashboard, bon, bah, c'est simple, est-ce que vous avez bien cette information? Vous comprenez bien. Déploiement, donc, des fois, vous allez vous rendre compte que ça va nécessiter en fait du dev. Quand je dis dev, attention, c'est pas forcément dev, Python, Java, JavaScript, hein. Ça peut être tout simplement du configuration de votre outil d'observabilité. Mais il y a ça à mettre en place, l'installer et surtout veiller à ce que c'est bien adopté par les utilisateurs. Là, par exemple, là où je suis, il y a des devs qui refusent d'aller voir les logs parce qu'ils n'aiment pas l'outil. Est-ce que c'est leur faute? Peut-être pas. Non, non, c'est peut-être ma faute à moi qui mal choisi l'outil en amont. Mais il faut veiller quand même à ce que ça soit bien adopté et que ce soit adapté aussi. Automatisation. Bon, ça, s'il faut que quelqu'un aille se connecter pour aller récupérer toutes les métriques de tous les serveurs pour après faire un récapitulatif, faire un fichier Excel et l'envoyer au service de disponibilité pour donner un récapitulatif, c'est pas tip-top la carotte, quoi. Donc, autant automatiser ça. De nos jours, avec les scripts, on peut tout automatiser, ou quasiment tout. Enfin, surveiller. La partie surveillance, je reviens un peu à ce que la partie bug fonctionnalité, c'est-à-dire c'est une surveillance continue, notre observabilité. Souvent, on a tendance à penser que ça y est, j'ai mis en place mon Grafana, ça y est, ils sont autonomes, ils peuvent tout voir. C'est vrai que c'est pas forcément l'outil sur lequel on va revenir le plus souvent, mais c'est important quand même au quotidien de vérifier est-ce
Est-ce que c'est toujours adapté? Est-ce qu'on arrive bien à détecter tous les bugs? Est-ce que s'il y a un problème, ça c'est net plus ultra, ça, c'est s'il y a un problème, est-ce qu'on arrive à bien l'identifier? Et ben comment faire? On simule. Je ne sais pas si vous connaissez le Monkey Bomb, où carrément on détruit des serveurs à la main et on regarde comment se comporte notre service d'observabilité, même notre service de haute disponibilité. Mais si vous pouvez carrément faire ça, là, c'est vraiment super. Vous prévoyez une session dans la semaine. Si vous faites ça 2 fois dans l'année, c'est déjà très bien. Où vous vous mettez, OK, là, on va essayer d'éteindre la moitié de nos serveurs. Comment se comporte notre infra? Est-ce qu'on est bien informé? Est-ce qu'on est bien alerté? Est-ce qu'on a bien toutes les informations nécessaires pour pouvoir la remonter? Bon, c'est compliqué, c'est très compliqué à mettre en place d'un point de vue logistique, mais ça vous permet vraiment d'évaluer cette partie observabilité et de savoir comment va se comporter votre infra projet lors d'une phase critique business. Et enfin, ça, c'est un des credos du DevOps, la formation et l'accompagnement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui vont avoir du mal à adopter à changer leurs habitudes, conduite de changement, tout ça. Voilà. C'est difficile de sortir de sa zone de confort qu'on maîtrise bien pour aller explorer de nouveaux horizons. Donc vraiment, cette partie-là, la n'exigez pas parce qu'en fait, ça voudrait dire, si c'est pas adopté au final par les personnes qui en ont besoin, bah, que tout le travail aurait été fait pour eux. Vous avez peut-être mis en place l'observabilité, et c'est très bien. Mais on va vous dire, ouais, mais pourquoi on a mis en place toute cette observabilité et ils ont pris autant de temps pour corriger le bug? Parce que ça n'a pas été adopté. Du coup, est-ce que jusqu'à maintenant, c'est assez clair? Je récapitule rapidement. Ne pas hésiter à faire des ateliers avec tous les membres. Pensez à l'amélioration continue. Dès qu'il y a un bug, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de détecter automatiquement ce bug. La planification, ça fait partie du cycle de vie de votre projet, de votre équipe, et la visualisation, comment on va mettre ça en place. Toute la partie déploiement, que ce soit la partie développement, la partie adaptation des équipes, mais la partie aussi automatisation. Et la partie surveillance qui fait vraiment référence un peu à l'amélioration continue, où au quotidien, on revient dessus et on vérifie, on teste et on voit si tout marche bien. Et enfin, toujours accompagner les équipes. Donc là, vous allez voir une certaine liste d'outils. Alors, tout à l'heure, je vous disais, en fait, pour moi, l'observabilité, j'ai déjà mis en place un système de monitoring avec des jobs Jenkins qui devenaient juste vert ou rouge. Et en fait, ça a tenu comme ça pendant très longtemps. Et c'est ça que je veux dire, en fait, c'est que peu importe l'outil que vous utilisez, ne vous laissez pas driver par les outils, mais par les besoins. Vous avez besoin de savoir si cette route-là de votre endpoint, il renvoie les bonnes informations. Et en fait, vous avez juste besoin de savoir si c'est rouge ou vert. OK. Ben, en vrai, n'importe quoi. Un écran dans l'open space, ça suffit. On a quelque chose qui envoie un petit script, peu importe le langage, hein, qui envoie un petit message sur Slack, c'est fini. Le besoin est pour moi, l'observabilité, c'est ça, c'est le besoin est plus important que l'outil. L'outil peut aider, ça c'est sûr, parce que quand c'est joli, c'est mieux. Mais surtout, c'est le besoin qui doit tout déterminer. Alors, quelques outils. Donc, pour tout ce qui est APM, justement, bah, tout ce qui est Dynatrace, New Relic. Moi, j'ai utilisé personnellement, j'ai utilisé Dynatrace il y a très longtemps. New Relic, j'ai eu une bonne expérience avec New Relic. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Elastic aussi, j'aime beaucoup la suite Elastic. Et en plus, en fait, ça fait un outil qui nous permet de tout faire. Avec Elastic, il y a les dashboards, il y a les logs, on peut un peu tout mettre. Moi, j'avoue que j'aime bien quand c'est comme ça. Il y en a qui aiment bien séparer les différents outils pour chacun et sa responsabilité. Je comprends totalement. Quand j'ai qu'un seul lien dans mon raccourci, dans ma barre de favoris, j'aime bien. Donc Elasticsearch, Splunk, FluentD, qui est presque indispensable, je dirais. Greylog, ça commence à faire longtemps, Greylog. Hein, ça, ouais. Mais encore une fois, là, on voit qu'il y a plein d'outils. Au final, ce qui compte, c'est qu'en mode urgence, qu'est-ce qu'on a? C'est l'information, donc c'est le besoin qui compte avant tout. Les métriques, Prometheus, Datadog. Datadog, c'est vraiment topissime, mais ça coûte une véritable fortune. Donc là, ça dépend de si vous pouvez le payer ou pas.
Victoria. Alors, la partie, un peu petit cet écran. Corrélation. Ah, la corrélation. Corrélation, c'est extrêmement pratique. Certains outils, du coup, permettent de le faire. Qu'est-ce qu'on appelle corrélation? Imaginez votre application, un appel, en fait, il doit aller sur plein de. En fait, c'est faire des liens entre les différentes logs, les différents outils, vos différentes applications. Et ça, c'est hyper pratique. Honnêtement, on a voulu mettre ça en place. Ça a été extrêmement compliqué. Et finalement, on l'avait dépriorisé. Par contre, je connais des amis qui l'ont mis en place. C'est un niveau, je dirais, d'observabilité. C'est vraiment vous avez, maturité. Il faut, voilà, vous avez atteint une bonne maturité. C'est les équipes qui mettent ça. Et ça, c'est vraiment top ici. Pour débugger, c'est vraiment top. Donc la partie alerting, encore une fois, ça c'est très 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 dépendant de votre organisation, de vos équipes. Là, il y a certains outils. Moi, personnellement, je ne vous cache pas que je suis un grand fan de tout ce qui est messagerie instantanée. Donc moi, j'aime bien le message d'alerte sur Slack. Alors, dans une équipe, vous avez déjà vu SMS. Faites attention, hein, c'est assez stressant d'avoir un téléphone d'astreinte à côté qui bip bip toutes les minutes. Mais ouais, les webhooks qui envoient directement sur les canaux spécialisés dans Teams ou dans Slack, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien. Tout ce qui est trace, les dashboards, probablement un de mes trucs préférés. Je dis pas que Grafana, Kibana, ils n'aiment pas forcément écrire des dashboards, hein, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est pas super la fête, quoi. Mais en vrai, une fois que c'est fait, c'est super pratique. Avoir un beau graphe avec des belles couleurs. N'oubliez pas, hein, le rouge, c'est tout est KO, le vert, tout est bien, le bleu, ça va, le jaune, on ne sait pas. Vous trompez pas sur les couleurs. La partie sécurité. Et alors là, la liste n'est clairement pas exhaustive. Et pourquoi on vous montre tout ça? En fait, ce que je vous conseille, c'est de ne pas non plus vous éparpiller trop. Si un corps de métier doit aller sur 6 applications différentes pour récupérer ce qu'il veut comme info, ok, déjà ça va le ralentir, ça va le démotiver. Il a trouvé que c'est pas très bien fait, c'est pas top. Donc, par contre, chacun a ses propres besoins. Je reviens sur la notion de besoin. C'est un jeu d'équilibre entre trouver le bon outil pour le bon corps de métier. Est-ce que ça répond pour l'instant à vos questions? Un peu de bonne pratique, concevoir l'observabilité dès le départ. Et c'est l'affaire de tout le monde. Donc aussi bien des devs quand ils écrivent leur code. Ça, je vous vraiment, hein, c'est quelque chose que souvent ils oublient, les devs. Pourtant, en tant que dev, quand on développe et qu'on a un bug, on critique les logs d'erreur, mais c'est nous qui les écrivons, hein, c'est nous les devs. Identifiez les bonnes métriques. Ne remontez pas des métriques dont vous n'avez pas besoin. Ne vous concentrez pas dessus. Partez du besoin. Vous avez besoin de cette information pour savoir si votre application fonctionne. Vous avez besoin de cette information pour savoir combien elle vous coûte. Se focaliser sur les besoins et non sur l'outillage. C'est clairement ma ligne phare. C'est celle-là que je mettrai en premier. Vous pouvez utiliser tous les outils qu'il y a avant. Si vous n'avez pas identifié le besoin de base, c'est se faire plaisir techniquement. Ok, c'est sympa de tester de nouvelles techniques. Mais pour le bien du projet, pour le bien de l'équipe, de l'entreprise, il faut identifier le besoin avant tout. Centraliser les informations, donc comme j'ai dit, il ne faut pas trop se perdre dans les raccourcis de notre navigateur Explorer, etc. Concevoir les infrastructures supportant la charge de la volumétrie. Ça, c'est quelque chose qui... Alors attention, quand vous commencez un nouveau projet, c'est bien d'avoir en tête qu'il peut grossir. N'oubliez pas que les POC finissent toujours en prod. Ça, c'est honnêtement, j'ai déjà eu un POC qui a été détruit. Très intéressant ça. Je vais revenir sur ce que vous dites, Sylvain. Donc, oui, tous les POC vont en prod. Par contre, c'est bien donc de penser à la montée en volumétrie, mais il ne faut pas en faire trop. Parce que sinon, vous allez tout simplement jamais partir en prod. Donc, pensez un peu, je ne sais pas si vous connaissez la notion dans la vision produit, on parle de MVP, Minimum Value Product. Voilà, pensez à qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on parte en prod tout de suite. Et en même temps, si vous avez un senior en général dans l'équipe, il saura faire les bons choix. Tout le monde peut se tromper, hein, mais en général,
attention, pour plus tard, mieux vaut prévoir ça. Voilà. Automatiser les réponses aux événements. Ça, c'est typiquement l'alerting, en fait. Il faut que l'alerting se fasse automatiquement selon certains seuils d'alerte. Et une fois que c'est fait, au moins on peut réagir plus vite. Et ne pas oublier le fonctionnel. Tout ce qu'on fait techniquement, c'est pour qu'une application fonctionnellement marche, nos utilisateurs finaux. Nathalie, il nous reste combien de temps? Il nous reste à peu près une dizaine de minutes jusqu'à 12h15. Donc, enfin, voilà, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Hein, c'est le moment. Donc, en gros, surtout n'hésitez pas à vraiment poser toutes vos questions. Vous pouvez mettre même des use cases, hein, des cas d'usage. Alors, Sylvain nous parle justement de. Chez nous, on a fait une grosse purge du volume d'alerte. Je suis tout à fait d'accord. Trop d'alerte, tue l'alerte. On remonte une alerte uniquement si une consigne est associée à l'alerte. C'est très intéressant et effectivement, comme ça veut dire que c'est vraiment une alerte très importante. C'est mon client actuellement, effectivement, toutes les alertes, on en reçoit beaucoup. Hein, moi, on en reçoit à peu près 400 par jour, juste en heure ouvrée. Et je sais qu'il y a beaucoup plus que 400. Mais 400, je trouve ça déjà, qu'on a 400 mails. Et en plus, c'est par mail. Donc 400 mails qui arrivent, franchement, c'est un peu. Par contre, on a des instructions. Si c'est ce type d'alerte, on ne l'envoie pas. On ne remonte pas, on ne fait rien. Donc j'insisterai encore, on a ajouté les bonnes pratiques, documenter ce qui a été mis en place. Ah, c'est très bien ça. Très très bien, Olivier. Je suis tout à fait d'accord. À ajouter ici, en plus, ça ferait 4-4, documenter ce qui a été mis en place. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive, on est dans un monde où en fait ça tourne beaucoup. Et d'ailleurs, je viens de penser à un truc que je vais rajouter. Merci Olivier. C'est là-dessus. Ça, c'est des outils qui sont assez connus. Et ben en fait, on est dans le monde de l'informatique, on va pas se mentir, le turnover donc est assez fort. Les équipes se renouvellent assez souvent, grandissent, rétrécissent, etc. Avoir un nouveau qui arrive, si vous partez sur des technos ou des outils qui sont assez connus, assez standards, assez, pardon de l'anglicisme, mais mainstream, c'est très pratique parce que les gens peuvent facilement mettre leurs mains, prendre leur marque, etc. Donc tout ce qui est Dynatrace, c'est un petit peu moins, mais bon, la suite Elastic, la suite Grafana, la suite Prometheus. Oh. Ça, c'est vraiment vous pouvez faire énormément de choses avec ces outils, récupérer la grande majorité des infos et en plus les rendre visuels. Donc, moi, j'aime bien rester sur les grands standards pour les changements d'équipe. Mais encore une fois, n'oubliez pas, on part du besoin, on récupère toutes les personnes qui travaillent dessus et on leur demande qu'est-ce qu'il vous faut comme information, y compris fonctionnelle. Donc, tout à fait d'accord avec vous, Olivier. Ajouter les bonnes pratiques, documenter ce qui a été mis en place. Donc, quand quelqu'un arrive, il sait exactement ce qu'il doit, comment ça fonctionne l'observabilité ici. Intégration de l'IA pour l'auto-rémédiation. Plutôt pour ou contre? Ça, c'est. En fait, on pourra carrément dire l'IA, est-ce qu'on est pour ou contre? Moi, je suis un gros utilisateur de l'IA. En fait, pour moi, l'IA, c'est un peu comme la calculatrice. Avant, on disait qu'il fallait faire que des calculs mentaux et que si on utilisait des calculatrices, on ne saurait plus faire de calcul mental. Maintenant, la calculatrice est utilisée par tout le monde et en fait, notre charge mentale, on l'utilise pour autre chose. Et moi, je pense que l'IA, pour beaucoup de choses, elle est totalement à même de faire ça. Moi, personnellement, je pense, hein, quand je vois notamment certains. Tiens, je vais prendre un exemple. Les ops qui ne connaissent pas du tout l'application. Ils suivent, pardon. Je pense que vous connaissez, vous avez déjà vu ça peut-être. On a un dossier de maintenance, un dossier d'architecture, dossier de maintenance, ça dépend. S'il y a ça dans les logs, vous devez faire ceci. S'il y a ceci, vous devez rentrer cette commande. OK. L'Ops, il comprend absolument pas ce qui se passe, il comprend pas les logs, il sait pas ce qui se passe, il sait pas qui sont les utilisateurs. Juste, il suit un mode op. Honnêtement, quelque chose comme ça, là, c'est même plus de l'IA en fait. Il n'y a même plus d'autogénération, c'est juste un script qui ferait automatiquement en fait. Donc moi, je suis plutôt pour répondre clairement à la question, Sylvain, je suis plutôt pour l'IA sur l'auto-rémédiation.
Je suis même pour l'IA, pour, en fait, surtout, hein, même sur l'alerting automatique, la détection, l'anticipation. Je pense que l'IA ne peut que nous apporter de bonnes choses. Nous avons Dynatrace pour les alertes. Avez-vous un autre service à conseiller en complément? En complément de Dynatrace, bah, encore une fois, ça dépendrait, je dirais, des besoins. Quels sont les besoins? Quels sont les genres d'informations que vous n'avez pas réussi à remonter avec Dynatrace? Moi, Dynatrace, je l'ai utilisé quand j'étais dev Java. J'avais bien aimé. Je trouvais que les logs étaient plutôt bien. Moi, j'utilisais pour les logs, mais je trouvais que c'était plutôt bien présenté. Donc, je dirais Armand, est-ce que vous pouvez me détailler un peu plus le besoin, ce que vous trouvez qui manque sur Dynatrace? Yasser. Pour faire de l'observabilité, ils ont déduit qu'il faut plusieurs outils pour chaque brique, alerting, dashboarding. N'existe-t-il pas un outil unique qui permet de combiner l'ensemble des besoins de l'observabilité? Alors, pour moi, est-ce qu'il faut plusieurs outils? Ça dépend du besoin. Si vous avez juste besoin de savoir ce qu'une route vous renvoie, j'ai un projet là actuellement sur lequel je suis. Euh, En fait, ils ont carrément fait une route qui va aller pinguer tous leurs différents services et qui après renvoie un JSON avec tout ce qu'il faut. Et ben en fait, ils ont besoin juste d'un seul truc qui affiche un résultat JSON. Et il faut juste qu'il soit vert ou rouge, c'est tout. Donc, je dirais différents outils, ça dépend de vos besoins, encore une fois. Si je devais en choisir un seul qui permet, qui couvre, je trouve, une large suite, un large panel de besoins, je me mouille un petit peu là, je vous cache pas, parce que encore une fois, je ne connais pas le besoin. Ça va toujours partir du besoin des utilisateurs, de l'infrastructure. Je dirais que ce soit la suite élastique. Ah bah, Sylvain a aussi dit ça. Je viens de voir la réponse de Sylvain. Ouais, moi, je dis que élastique, en général, il faut un bon portefeuille. Honnêtement, c'est moins cher que Datadog, je trouve. Mais ouais, je suis d'accord. Elastic est assez complet. En plus, il évolue plutôt bien. Vous avez déjà une version que vous pouvez prendre. En plus, il marche en on-premise. Elastic, je trouve qu'il couvre plutôt bien la possibilité. On ouvre une porte au responsable produit. Mais moi, je suis. Quand j'étais à ce moment, j'étais dev. Non, à ce moment-là, j'avais commencé à être DevOps. Euh, j'ai travaillé avec une PO. Elle ne comprenait absolument rien à la technique. Et quand je vous dis rien, c'est qu'il fallait l'aider à aller imprimer une feuille. La seule chose qu'elle disait, elle dit, moi, je veux avoir cette information. Moi, je veux avoir cette information. Elle était responsable du produit, elle connaissait très bien son produit et elle savait exactement qu'est-ce qu'elle voulait. Ce qui peut arriver, c'est que votre responsable de produit n'a même pas conscience qu'on peut avoir ces informations. Et c'est justement là où vous devez un peu intervenir, vous dire, attention, si vous avez des besoins de remonter des infos fonctionnelles, on peut vous mettre en place ces infos. Le dev, il peut mettre en place des logs qui permettent de récupérer des infos. Et avec, par exemple, Elastic, on fait un dashboard selon ce qui apparaît dans les logs. C'est tout à fait possible. Alors, on ouvre la porte au responsable produit. Tout à fait d'accord. Et je trouve que c'est bien. À mon avis, c'est plutôt complet et l'IA est intégrée. Si vous avez une alternative moins chère, preneur. Pour être franc, je ne connais pas d'autres alternatives. Si vous parlez de la partie élastique, si c'est le cas, je ne connais pas d'autres alternatives. Avec plaisir. Pardon. STE, la M. STE, société. Société. Ah, je suis le responsable le responsable des responsables produits. D'accord. Eh bien, c'est super. Là, c'est tout à fait le genre de choses où, par exemple, faut bien penser à leur dire avoir une vision produit. Attention, j'ai fait un peu de chefferie de projet en mode PO, mais je ne me prétends absolument pas expert là-dedans. Par contre, connaître ses utilisateurs, enfin, un produit et l'utilisateur, pour moi, c'est totalement lié. Et il faut vraiment réussir à faire comprendre aux responsables produits que pour comprendre ses utilisateurs, il faut savoir comment ils utilisent son produit. Enfin, c'est mon avis encore une fois. Ah, pardon, Dark Trace. Dark Trace, pas utilisé. Mais par contre, du coup, je suis preneur. Et bon retour, du coup. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu la réponse concernant Dynatrace, le petit feedback sur Dynatrace. C'était, je sais plus, c'était qui? Saïd? Non, c'était sur Sentry.
C'était sur Sentry. N'hésitez pas à échanger aussi entre vous. Hein. Ça peut être très bien un point. Et si vous voulez un autre point comme ça sur l'observabilité, les différents outils, mais aussi les use cases, dans le cas, moi, je peux vous parler encore, je pourrais vous rentrer plus en détail sur des use cases bien précis, sur comment on a observé, par exemple, comment on a décidé d'observer ces bugs. Ça ne durera peut-être pas aussi longtemps, hein, ça sera beaucoup plus court, hein, parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 trucs à dire. C'est nous, c'est la suite ELK pour les logs et l'APM, Prometheus, Grafana, Metric. Voilà. Bah ça, par exemple, Karma pour l'alerting. OK. La suite ELK, Prometheus, Grafana, en général, c'est un standard. C'est vraiment un standard et on le trouve à peu près partout. Donc, n'importe qui reviendrait, en général, il retrouverait ça. Il saura s'adapter à ça. Donc, je pourrais vous citer quelques exemples, en tout cas, que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. On a eu ce besoin, on avait ce bug-là, comment on a détecté ce bug, ou à l'inverse, on n'a pas réussi, les exemples que j'ai rencontrés où on a pris 3 jours pour réussir à trouver un bug, et qu'est-ce qui nous manquait? Un exemple tout bête, ah oui, c'est vrai que je pourrais aussi parler de ça, je pourrais parler de la partie debugging qui nous permet des fois de trouver les bugs, parce que quand la prod elle est KO plusieurs jours, et les problèmes d'organisation aussi. Si vous voulez un deuxième point, je peux vous parler aussi des problèmes d'organisation qui gênent l'observabilité pour des raisons de... Alors, officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. Il n'a pas accès à ces informations-là. Actuellement, je suis pour une banque. Je travaille pour une grande banque. Je ne sais pas si je peux dire exactement dans le détail, donc je préfère dire que je travaille pour une grande banque. Ouais. Mais alors, au cours de ma carrière, j'ai fait start-up, j'ai fait 2 start-up, j'ai fait 2 banques, j'ai fait aussi dans les transports SNCF. Et j'ai fait IER aussi. IER, je ne sais pas si vous avez connu les Autolib, les petites voitures de location. Bah, elles étaient là-dedans. Et j'ai aussi fait alors c'était pas moi SNCF, mais c'était toujours SNCF en fait. C'était les portiques anti-fraude qu'il y a à Montparnasse par exemple pour passer les billets. J'étais développeur back-end là-bas. Ok, Discuter donc sur les outils, on peut se faire un petit truc là-dessus, ça peut être très sympa. oui, Mais vraiment, juste après, on va définir une date, Rami. Merci beaucoup, merci à tous. Hein. N'hésitez pas effectivement à quitter la session. Là, il y a quelques questions, mais merci encore pour votre participation et pour les interactions. On fera d'autres sessions et puis on vous enverra les invitations Teams. et n'oubliez pas le besoin. Parce que les outils, c'est important, mais le besoin. Bon, après, il faut savoir se faire plaisir aussi avec un peu d'outils, ça fait du bien. On va pas se mentir. Exactement, c'est ça. Merci à tous et puis Rami, de toute façon, je te rappelle juste après. Merci, D'accord. bonne journée tout le monde. Merci à tous. Ouais, super. Ravi que ça vous